En 2016 a eu lieu le plus grand braquage de banque de l'histoire. Mais attention, oubliez les armes, les voitures de fuite, les coffres-forts explosés. Non, tout s'est passé en silence, derrière des écrans d'ordinateur. Comment est-ce que c'est possible? On va plonger ensemble dans cette histoire absolument incroyable. Voilà le montant du butin. 81 millions de dollars. Une somme qui s'est tout simplement évaporée des comptes de la Banque centrale du Bangladesh. Et ça, c'était pendant un week-end de février, en toute tranquillité. En fait, leur objectif était bien plus grand, mais rien que cette somme a suffi à marquer l'histoire. Essayez d'imaginer la scène. On est dimanche matin, les employés reviennent au bureau, et là, ils découvrent quelque chose de totalement impensable. 35 ordres de virements frauduleux ont été passés. Le but? Siphonner près d'1 milliard de dollars vers des comptes à l'autre bout de la planète. C'est la panique totale. Et c'est là toute la question. Comment une opération d'une telle magnitude a pu être menée dans le plus grand secret en déjouant l'un des systèmes financiers les plus sécurisés au monde? Ça paraît impossible, et pourtant. Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans une attaque frontale et brutale, non. Tout a commencé des mois plus tôt, avec une infiltration patiente, méticuleuse, une opération d'une sophistication vraiment rare. C'est aussi simple et en même temps aussi terrifiant que ça. Un email de candidature qui a l'air tout à fait normal. Un employé clique sur la pièce jointe pour voir le CV, et sans même s'en douter, il vient d'ouvrir la porte au plus grand braquage numérique de tous les temps. Ce simple clic a installé un logiciel espion, un malware complètement silencieux. Sa mission, ce n'était pas de voler de l'argent tout de suite, pas du tout. Sa mission, c'était d'apprendre, d'être patient. Pendant des mois, il a discrètement analysé les accès au réseau, il a observé les habitudes de travail des employés, il a cartographié toute l'infrastructure de la banque. Il a repéré qui étaient les personnes clés, quels étaient les ordinateurs importants, pour, au final, construire une sorte de circuit parallèle totalement invisible au cœur même du système. Après ces longs mois de préparation, le moment est enfin venu de passer à l'action. Les hackers ont maintenant toutes les informations dont ils ont besoin pour lancer un plan qui, sur le papier, semble absolument parfait. L'outil principal de cette opération, c'est le fameux réseau SWIFT. Alors il faut bien comprendre un truc, SWIFT, ce n'est pas une banque, c'est plutôt comme une sorte de messagerie ultra sécurisée pour les banques. Son job, c'est de garantir que l'ordre de virement arrive bien à destination, mais il ne vérifie pas si l'ordre est légitime ou non. Donc si un ordre est envoyé depuis un terminal de la banque qui a été piraté, eh bien pour SWIFT, tout est en règle. Leur plan est d'une simplicité redoutable. Étape 1, l'infiltration, ça on l'a vu. Étape 2, l'envoi des faux ordres de virement via SWIFT. Étape 3, un petit coup de génie un peu plus low-tech pour brouiller les pistes. Et enfin, étape 4, faire disparaître l'argent. Et c'est là qu'on trouve un détail absolument fascinant. Les pirates savaient que dans cette banque, on se fiait beaucoup au relevé papier pour vérifier les transactions de la journée. Du coup, leur logiciel malveillant a fait un truc tout bête. Il a tout simplement intercepté et empêché l'impression des ordres frauduleux. Pendant que des millions de dollars quittaient les comptes, sur le papier, tout avait l'air parfaitement normal. Et l'argent volé, il est parti où? Il a suivi un chemin très précis. D'abord, il a atterri sur des comptes fantômes aux Philippines, qui avaient été créés des mois à l'avance. De là, les fonds ont été immédiatement convertis en jetons de casino à Manille. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un vide juridique, les casinos ne sont pas soumis aux mêmes lois anti-blanchiment, et une fois l'argent transformé en jetons, il devient quasiment intraçable, prêt à être envoyé vers sa destination finale, Macao, la capitale mondiale du jeu. Le plan était presque parfait, j'insiste sur le presque, parce qu'une seule, minuscule erreur humaine va venir enrayer cette machine pourtant si bien huilée. Là, voilà, l'erreur qui a tout changé. Un virement de 20 millions de dollars était censé aller à une organisation appelée la Shalika Foundation. Sauf que les pirates ont écrit Foundation, avec un A, une seule lettre. Cette petite faute de frappe a attiré l'œil d'un employé de la Deutsche Bank, qui servait d'intermédiaire pour la transaction. Ce mot, fondation, ça lui a paru bizarre, suspect. La transaction a donc été mise en pause pour vérification. Et ce simple doute a déclenché une réaction en chaîne qui a fini par bloquer tous les autres virements qui devaient suivre. Quand on regarde le bilan, l'impact de cette petite erreur est juste stupéfiant. Sur les presque 1 milliard de dollars ciblés au départ, 850 millions ont été bloqués in extremis. Mais 81 millions, eux, étaient déjà passés à travers les mailles du filet. C'est à la fois une victoire pour la sécurité et une perte absolument colossale. Bon, on sait maintenant comment le casse a eu lieu, mais la question la plus importante reste en suspens. Qui a les ressources, la patience et l'organisation pour monter une opération pareille? C'est le début d'une enquête internationale. Les experts en cybersécurité du monde entier se penchent sur le code malveillant utilisé, et ils reconnaissent une signature. Des bouts de code sont identiques à ceux utilisés dans d'autres attaques très célèbres, le piratage de Sony Pictures en 2014 ou encore le ransomware mondial WannaCry en 2017. Le coupable a un nom, le groupe Lazarus.
Et le groupe Lazarus, ce n'est pas un collectif de hackers amateurs dans un garage. Pas du tout. Le FBI l'identifie formellement comme une unité de cyberguerre d'État qui agit pour le compte du gouvernement nord-coréen. Le braquage de banque vient de basculer dans la géopolitique. Pour un pays aussi isolé que la Corée du Nord, qui est sous le coup de lourdes sanctions économiques, cette idée d'arme asymétrique prend tout son sens. Dans le cyberespace, les rapports de force traditionnels, militaires ou économiques, ne comptent plus vraiment. Une petite équipe de pirates, très douée, peut infliger des dégâts financiers énormes à des superpuissances. Alors, pourquoi un État ferait une chose pareille? Les motivations sont purement stratégiques. D'abord, évidemment, contourner les sanctions pour récupérer des devises étrangères, de l'argent frais. Ensuite, financer les programmes militaires et nucléaires du régime. C'est aussi un moyen de frapper ses adversaires sans risquer une guerre conventionnelle. C'est à la fois un acte de survie économique et une forme de guerre qui ne dit pas son nom. L'affaire de la Banque du Bangladesh a complètement brouillé les lignes entre le crime organisé, l'espionnage et la guerre. Yann nous laisse avec une question assez troublante. Si le cœur même du système financier mondial peut être attaqué de cette manière par un État, quelle pourrait bien être la prochaine cible? Nos réseaux électriques? Nos hôpitaux? La question, pour l'instant, reste ouverte.